Alors, on va poursuivre notre deuxième et dernière présentation de la soirée avec Alexandre Desjardins qui va nous parler de plan de match offensif. Si vous n'avez pas entendu parler d'Alex Desjardins, c'est que vous vivez probablement sur une autre planète. Il est impliqué dans toutes les sphères du flag football et du football aussi, que ce soit dans son établissement scolaire personnel, pas personnel, là, mais bon, son établissement scolaire, Ma propre au personne. Québec, au Canada. Alex roule sa bosse depuis déjà une dizaine d'années, bien comme il faut. Donc, merci beaucoup, Alexandre, d'avoir pris le temps de nous parler de plan de match. En fait, quelque chose qu'on n'a pas pensé à aborder et aussi qui est probablement quelque chose qui est pas très, très populaire auprès des entraîneurs jeunes et moins jeunes. Donc, merci beaucoup et puis la parole est à toi. Merci, François. J'avais hâte d'entendre ta présentation. Avant de commencer, je vais vous inviter à changer votre affichage. Peut-être que vous ne me voyez pas. En haut à droite, l'affichage, vous pouvez choisir l'option côte à côte galerie au lieu de intervenant. Parce que pour des problèmes techniques, là, je vais parler d'un autre Zoom que la présentation. Donc, si vous ne voulez pas voir juste une photo d'un chapeau de cow-boy tout le long, c'est pour vous. C'est aussi un choix de le garder. Donc, merci beaucoup à François. Donc, ce soir, on va parler de game plan offensif. Je vous dirais que j'ai un petit peu eu de la misère à m'organiser là-dessus. C'est vraiment de quoi j'allais parler, parce que ça couvre tellement de choses. Donc, j'ai fait une liste. On va passer au travers, puis quand le temps va être fini, on arrêtera. J'espère en avoir fait un peu trop pour pas que ça soit trop court. Donc, premièrement, petite présentation sur moi. Là. Donc, François en a parlé quand même pas mal. Là. J'ai sorti un peu les places où j'ai coaché. Là. Moi, j'ai commencé à coacher du flag en 2009 au collège Regina Sunta à Montréal. Ensuite, on est allé. Je suis allé coacher à collège Jean Lamennais sur la rive sud à partir de 2012. J'ai fondé le district en 2015 qui est une organisation civile, féminin, senior. On a fait aussi du junior, on est parti du masculin dernièrement, donc ça touche vraiment à plein de sphères. Je suis au collège André Grasset depuis 2017 en tant que coach de l'équipe féminine là-bas. J'ai coaché l'équipe masculine U18 du Québec en 2017 et 2018. J'ai coaché l'équipe nationale senior pour la Coupe du monde de 2018 et on se prépare en ce moment pour la prochaine Coupe du monde qui aura lieu en 2021. Pendant la pandémie, j'ai parti le Frost, qui est une organisation québécoise qui va évoluer dans une ligue américaine. On est en train de discussion pour peut-être joindre une deuxième ligue même, donc beaucoup de projets. Et dernièrement, mon dernier petit projet, c'est la Ligue de flag football universitaire du Québec. Donc, essayer de rentrer notre sport préféré dans les universités québécoises. Donc, c'est un peu là-dedans que je suis impliqué à différents niveaux. Si on passe un peu à ce qu'on voulait faire ce soir, donc on va parler un petit peu de définition pour commencer. J'ai commencé avec des slides de texte pendant que j'ai encore un peu d'attention. Ensuite, on va faire vraiment parler plus du côté stratégie. Donc, un peu la définition de plan de match, c'est quoi les différents aspects qu'on peut incorporer dans un plan de match. Je vais vous parler un peu de ma philosophie à moi. Je pense que c'est bien de. Oups. Je pense que je vous explique ce que moi je fais. Il y a des choses qui vont peut-être vous intéresser, des choses que vous aimerez peut-être pas. Il va y avoir une place à la fin pour laisser des plaintes ou des commentaires négatifs si ça vous intéresse. Je vais essayer de vous expliquer comment aller chercher de l'information pertinente aussi quand vous regardez un match, quand vous êtes en train de coacher un match. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher? Euh, Comment utiliser cette information-là aussi. Je vais vous donner quelques exemples de ce que j'ai déjà fait dans le passé avec des vidéos et des petits schémas. Si on a le temps, on va se rendre aussi à. J'essaie de sortir des trucs que j'utilise quand je me prépare à une partie à l'aveugle. Donc, une partie à l'aveugle, c'est une partie où tu t'en vas affronter un adversaire que tu ne connais pas. Ça arrive un peu moins à des hauts niveaux, mais quand je coach au secondaire, c'est quelque chose qui m'arrive souvent. Fait qu'il y a comme des routines que j'ai commencé à établir là-dessus. Et à la fin, je ne savais pas comment appeler ça, j'ai appelé ça throwback. J'ai appelé les 6 carrières que je dirais que j'ai le plus coaché dans ma carrière dans les dernières années. Je leur ai demandé qu'est-ce que je faisais, qu'est-ce qu'on faisait en tant qu'équipe qui les aidait. Qu'est-ce que ce soit en pratique, que ce soit en game, n'importe quoi. Fait que j'ai un petit peu un ramassis de tout ça, puis peut-être que ça peut vous donner des idées de choses que vous ne faites pas ou que vous faites différemment.
Donc, on part là-dessus. On est parti. Donc, un plan de match, je suis allé chercher un petit peu des définitions littéraires. Donc, qu'est-ce que c'est? On ne passera pas beaucoup de temps là-dessus, mais je pense que c'était quand même pertinent. J'ai la définition du Cambridge Dictionary qui nous dit que c'est a plan for achieving success, ce qui dans ma tête n'était pas très clair, donc je suis allé voir en français. Puis je pense que ce qui était pertinent dans cette définition-là, que j'aime, c'est l'ensemble des dispositions. Donc, c'est vraiment tout ce que tu peux faire pour arriver à un résultat heureux. Donc, juste qu'est-ce que tu peux faire pour que ça aille mieux. Fait qu'on ne parle pas nécessairement de stratégie, de jeu ou de tracé, même si ce soir, c'est probablement la chose sur laquelle on va plus s'attarder, mais un plan de match, ça va vraiment être plus large que ça. Donc, un peu dans d'autres mots, c'est vraiment être capable de mettre le plus de chances possible de ton bord. Moi, c'est comme ça, je le résume. Là, c'est quoi mon plan de match? Mettre plus de chances de ton côté. C'est être capable de mettre de l'avant tes qualités puis cacher tes défauts. Puis ça, je ne parle pas nécessairement euh, comme dans l'extrême, là, mais dans un down important, c'est quoi la qualité que tu as besoin? Mais j'ai besoin de quelqu'un qui a des bonnes mains parce que j'ai besoin de compléter cette tâche-là. Mais mon game plan, c'est peut-être de donner la passe à la fille à qui j'ai le plus confiance. Ça peut être juste ça, le même jeu à une autre fille, peut-être un moins bon game plan parce qu'elle stresse dans des downs importants. C'est une niaiserie comme ça. Et minimiser l'impact des joueurs défensifs, ça, c'est beaucoup plus le côté stratégique. Je vais vous en parler tantôt aussi, là, mais c'est comment on peut pas annuler, mais faire en sorte que tout le travail d'une défense ne sert un peu à rien sur un jeu donné. Parce que nous autres, on s'en va complètement à l'opposé de ce qu'eux autres ils pensent faire. Puis je suis allé chercher à la littérature tantôt, là, on en parle un petit peu. Sun Tzu, c'est un stratège du 6e siècle avant Jésus-Christ. Et lui qui parlait de stratégie, il disait que des bonnes stratégies, c'est être capable de gagner une bataille avant même de l'avoir engagée. Comme Adrienne parlait tantôt, d'être capable de savoir qu'un DB était battu avant même que le jeu commence. Moi, quand je suis capable de caler un jeu, je regarde la défense se placer, puis je sais avant que ça parte, que ça va bien aller, qu'on va avoir ce qu'on a. C'est parce qu'on était bien préparé, puis on a un peu ce qu'on voulait là-dessus. Donc, on va continuer. OK. Mais quand on parlait de mettre les chances de son côté un petit peu là-dessus, là, je pense que c'est un peu la partie du plan de match qui est intéressante. C'est que si je donne une situation comme ça, ben moi, ma job en tant que coach, si je suis capable de dire, hey, au lieu de te mettre contre le joueur défensif qui est dans une bonne position de te couvrir, je m'arrange pour que lui, je le tasse du chemin, puis je te laisse contre l'autre qui est moins bien placé. Toi, tu fais faire la même chose en tant que joueur. Mais moi, je sais que d'avance que dans cette situation-là, la bataille est déjà pas mal gagnée. Peu importe c'est lequel des deux que ça vient de couvrir. C'est un peu ça, un petit résumé en image de ce qu'on veut faire. Les différents aspects qu'on peut amener dans un game plan. OK? La première partie, qui est vraiment celle qu'on va plus aborder aujourd'hui, c'est le côté stratégique. Donc, que ce soit des formations, des jeux, des tracés ou jouer avec des tendances que tu as, je pense que c'est l'aspect qui est le plus facile à imager aussi. C'est dessus qu'on est capable d'avoir du film, c'est plus tangible. Donc, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter aujourd'hui. L'autre aspect, qui est tout aussi important, qui est souvent relié de très près avec le côté stratégique, c'est le côté personnel. Je pense que ça marche des deux côtés du ballon. Donc, il faut que tu connaisses toi, dans ton équipe, ton personnel, qu'est-ce que tu as comme aptitude, qu'est-ce que tu as comme joueuse, qu'est-ce que tu as comme joueur. J'ai mis des exemples, là, la vitesse de tes joueurs, les mains, à quel point tu regardes attraper, quel type de ballon. J'ai vu des receveurs qui étaient incroyables pour attraper des ballons de face. Okay? Moi, souvent, je coach des athlètes qui font plusieurs sports. Les joueurs de basket, les joueuses de basket là, sont super bons pour attraper des ballons de face. Mais de dos, c'est quelque chose qu'ils ne font pas souvent dans leur sport, quelque chose qui va être moins bon naturellement. Ça, c'est un stéréotype. Là, je ne dis pas qu'ils sont tous pas bons. Je dis qu'ils sont super bons de face souvent. C'est un côté plus à travailler. Mais c'est ma job en tant que coach, quand on parle de quelque chose d'important, ben, de lui, pour qu'il ait plus de chances de réussir, ben, lui faire attraper le plus possible des ballons de face. Puis travailler des ballons de dos, je ne te dis pas qu'on ne le fait jamais, mais sur un 4e essai, une passe où j'ai absolument besoin d'aller chercher ma passe, mais cette personne-là de face, beaucoup plus de chances que ça marche que si je lance une ballon de dos qui n'est pas habitué de faire. Puis le caractère aussi, c'est quelque chose qui est super important à différents niveaux. Je vous dirais que j'ai mis caractère, on peut parler juste de la tête, la tête des joueurs, des joueuses. C'est tellement important à gérer et à savoir. Moi, j'ai géré une QB
avec laquelle j'ai dû combattre un TDAH qui était assez incroyable. Puis on l'a géré en accélérant notre tempo en attaque, en faisant du no-huddle à chaque jeu. Comme ça lui enlevait le temps de penser, ça lui enlevait le temps de jaser avec les autres. Elle n'avait pas le choix de se concentrer tellement ça allait vite. Puis j'ai appelé pour lui demander, avec le recul, qu'est-ce qu'elle pense. Puis elle a dit qu'elle est complètement d'accord avec moi. C'est quelque chose qui l'a vraiment aidé à bien performer. Une autre chose qui est souvent un petit peu sous-estimée des fois quand on parle de game plan puis qui est un peu moins tangible, c'est tout ce qui est la gestion de la game. Donc, la gestion du match, comment tu vas gérer ton temps, comment tu vas prendre tes time-out. Est-ce que tu veux rallonger le match? Est-ce que tu veux raccourcir le match en prenant plus ton temps entre chaque jeu, entre chaque drive? Comment tu veux gérer tes possessions? Est-ce que tu es le genre qui va vouloir toujours y aller sur quatrième essai, peu importe t'es placé où? Est-ce que tu veux punter? Est-ce que tu veux punter pour un point ou tu veux essayer d'y aller pour un toucher dans un quatrième essai où tu es proche de la zone? Ça, c'est des choses qui sont souvent des décisions qui sont prises sur le fly, là. Mais c'est des choses qui peuvent être décidées d'avance dans une certaine situation où tu connais un petit peu dans quoi tu t'embarques. Je pense que la température aussi, c'est quelque chose qui est souvent négligé. Mais moi, la première fois que je suis allé faire un tournoi aux États-Unis, en 2018, on est allé en Floride avec le district, justement. C'est la première fois que j'ai rencontré Adrienne, d'ailleurs. Et je suis fier de dire qu'on s'est rendu en finale du National Championship. Et je suis aussi fier de dire que je crois que 50% de notre succès, c'est la température. Là-bas, il n'y a pas dans le 5 contre 5, il n'y a pas de changement de corps. Donc, si tu as un côté de terrain au début de la demi, tu peux l'avoir pour toute la demi. Puis à la demi, on a l'option de changer ou pas. Et cette année-là, ces 3 jours-là, il ventait incroyablement, sans arrêt. Et à partir de la première game, qui a été notre seule défaite avant la finale, à toutes les demi, au lieu de prendre la possession, on décidait d'avoir le vent dans le dos. Et honnêtement, ça a été une grosse différence parce qu'on n'a pas perdu de game jusqu'en finale depuis qu'on a pris cette décision. Donc, c'est un exemple comme un autre, la gestion de la température. Ça peut être de décider de commencer avec le ballon en première demi parce qu'il va peut-être pleuvoir bientôt, il y a des gros nuages. Puis tu vas en profiter pendant que c'est encore sec avant qu'il se mette à mouiller et qu'on va avoir de la misère à lancer. Des choses comme ça. Je pense que ça fait toute partie de ça aussi. Oh, on a Jen qui était présente en Floride, qui a un mot à dire. J'ai pas eu le temps de lire, malheureusement. Je pense aussi que les meilleurs game plans, ça va être quand tu vas être capable de mélanger ces 3 aspects-là ensemble. T'sais. Puis si on regarde juste beaucoup le côté stratégique personnel, un bon game plan, une bonne préparation, mais ça va faire que quand tu vas regarder du film, ça a l'air facile pour tes joueurs. T'sais, j'ai sorti quelques exemples de jeux rapidement. Que quand tu regardes, ça a l'air facile. On a travaillé fort, on s'est préparé pour ce jeu-là, mais le rendement final, ça a tellement l'air facile. La fée a été oubliée. Mais cette game-là, ça a été préparé. Là, ici, on donne une course là, au niveau collégial. J'ai fait courir une fille, mais ça a été préparé. On y a pensé. On a set-up ce jeu-là. On est dans une Coupe du Monde ici, comme Team USA, en demi-finale. On a une des meilleures joueuses au monde qui est la safety de Team USA là-dessus. Je l'ai rewind par accident, je suis désolé. Qui est une joueuse incroyable, qui est loin de faire le jeu parce qu'on l'a fait hésiter de la manière que Butch setup et préparé ça. T'sais. Fait que c'est pas nécessairement des choses qui sont préparées longtemps d'avance. Des fois, ça peut arriver on the fly avec l'expérience ou avec une bonne idée, mais c'est toutes des choses qui ont été pensées, préparées, qui font qu'une fois rendu sur le terrain, ben, ça a l'air plus facile. Donc, si on passe au prochain point qu'on va amener, c'est un peu ma philosophie personnelle. Donc, moi, comment j'approche souvent mes attaques. J'ai un peu la démarche d'un prof de maths. Désolé pour ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, mais moi, je crois beaucoup que ta démarche va être plus importante que ton résultat. Donc, souvent, là, les profs de maths, là, je me souviens d'un prof de maths de secondaire 4 qui disait toujours « Je m'en fous de ta réponse, je veux voir ta démarche. » C'est un peu important. T'sais, moi, je pense que c'est important de déconstruire nos objectifs, d'aller chercher vraiment quelque chose de concret. Puis là, j'ai marqué le 2e point, là, sans explication, il peut avoir l'air bizarre. Là, gagner le premier essai est plus important que gagner le match. Ce n'est pas plus important. C'est juste que je crois que c'est un objectif qui est plus facile à atteindre. Gagner le match, c'est un résultat. Je ne peux pas demander à quelqu'un de gagner. Si je t'installe un plateau de Monopoly devant toi, je te dis gagne. Tu vas faire quoi? T'sais? Mais moi, je vais te dire, hey, mets un hôtel sur promenade, là,
si tu as ça, ben, tu as des bonnes chances. C'est un très bon début. Tu sais. Fait que c'est des choses comme ça. C'est que je pense qu'avoir des objectifs qui sont atteignables, qui sont quantifiables, ça nous aide à évoluer dans tout ça. L'autre truc, c'est la simplicité pendant le jeu. Moi, je pense que du moment que le ballon est snappé, il faut que ça soit le plus simple possible dans la tête des joueurs et des joueurs sur le terrain. Okay? Je crois qu'il faut apprendre à penser au bon moment. Il faut penser tout le temps, mais il faut être capable de penser le plus possible avant le lever du ballon pour qu'après ça, ça soit de plus en plus des automatismes, des choses qu'on est habitué de faire, qu'on les fait plus souvent, c'est des répétitions, on les fait bien. Okay? Donc, juste amener le plus possible de cette prise de décision-là, de cette réflexion-là avant le snap. Comme ça, après ça, on peut exécuter plus rapidement après le snap. Ça nous amène aussi à avoir des clés plus claires. Là. Plus on met de recherche d'informations avant la levée du ballon, bien, plus rapidement on peut prendre nos décisions une fois que le ballon est mis en jeu. Et l'autre chose, c'est la communication. Moi, je crois que la communication est super importante dans les deux cas. Okay? C'est pas que j'ai marqué ici QB, coach, receveur, coach. C'est sûr que la communication naturelle, elle va être d'un coach vers son équipe. Okay? Mais je crois que la rétroaction et la communication de ce qu'eux autres voient, de ce qu'eux autres ressentent, de comment eux autres ils perçoivent le match, c'est presque plus important que ce que toi, tu as à leur dire. Une fois que la game, une fois que tu es là, c'est eux autres qui jouent. Tu n'es plus là pour les aider sur le terrain. Tu ne vas pas tant corriger leur technique. Ça joue, c'est parti. Là. Fait que c'est important de comprendre ce que les autres ressentent pour essayer de s'améliorer là-dessus. Okay? Donc, moi, j'ai déjà eu un QB qui arrivait du foot contact, là, un gars, puis il était tellement drillé à oui, coach. Oh, oui, coach, tout le temps. J'avais de la misère à aller chercher un feedback de lui. Tu sais, moi, je suis comme, hey, explique-moi. Tu sais, on faisait un jeu, et je collais un jeu. Moi, je le voyais ouvert. De mon point de vue, je ne comprenais pas pourquoi il ne le lançait pas. OK? J'ai un petit schéma vite, là. On voyait un linebacker qui était entre deux joueurs qu'on faisait un high-low. Donc, un joueur par-dessus, un joueur en dessous. Et le linebacker, à chaque fois, prenait le tracé court. Moi, pourquoi on ne le lance pas? On a fait 2-3 fois, je pense. À chaque fois, il décidait de courir, il ne le lançait pas. Il revenait au banc, puis je disais, hey, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu ne vois pas? Pourquoi tu ne lances pas? Ah, je vais le lâcher la prochaine fois. Non, ça fait 3 fois, là. Ça fait 3 fois que tu ne l'as pas vu. Moi, ça ne me dérange pas. À date, il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis si moi, je ne comprends pas ce que toi, tu vois, on ne peut pas le corriger. Après 3 fois, finalement, il me dit, ah, mais parce que le rusher est là, je ne suis pas capable de le lancer. Depuis le début, si tu me le dis la première fois, on peut le corriger tout de suite. C'est aussi simple que ça. Mais tant que tu ne me le dis pas, moi, je ne le vois pas qui est exactement dans ta ligne. Tu sais. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste tassé notre receveur un petit peu. Ça nous a créé une meilleure fenêtre. Puis après ça, on l'a complété tout le reste de l'année de cette manière-là. C'est aussi simple que ça. Mais ça, moi, du banc, en plein milieu d'un match, là, je ne peux pas le voir nécessairement. Tu sais. Fait que j'ai besoin que mes QB, que mes corps arrière, que mes receveurs me donnent de l'information le plus possible pendant les matchs pour qu'on puisse essayer de prendre de l'avance puis aller un petit peu mieux que ça. Là, avant de se lancer un peu plus dans le concret, on va juste avoir un petit partie vocabulaire là, parce que je vais m'exprimer rapidement comme ça, puis je suis sûr que tout le monde se comprenne. Moi, je vais souvent parler en termes de releaser quand on parle d'une attaque. Donc, quand je parle de receveurs, mes receveurs, là, ils ont des lettres, ils ont des chiffres, là, whatever, mais quand je parle de théorie de flag, je parle toujours en termes de releaser. Fait que les releasers, on parle toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, le receveur le plus à l'extérieur du côté fort, c'est 1 strong qu'on appelle, ou premier releaser fort, 2 strong, 3 strong. Même chose, 1, 2, 3 côté faible. Okay? C'est juste pour simplifier la nomenclature. Donc ici, on a 1, 2, 3 en rouge qui sont nos 3 releasers strong side, donc du côté fort de la formation. 1, 2, 3 en bleu qui sont weak side. Donc on compte toujours le snap du côté faible dans mon vocabulaire à moi. Là, ici, on l'a en quads, donc 1, 2, 3, 4 du côté fort de la formation. 1, 2 du côté faible de la formation. Parfait. Là, maintenant, on arrive au point où qu'est-ce qu'on va observer pendant un match ou avant un match qui va te permettre d'améliorer ton game plan, ton play calling ou peu importe ce que tu fais pendant un match. Parfait. Je pense que la première chose qui est importante de regarder, c'est le look de la def. Donc, juste comment il se place. C'est la chose la plus importante. Donc, j'imagine que tout le monde est à l'aise avec les
la nomenclature des défenses. Là, quand on met des défenses avec des chiffres, une 4-2, ça veut dire qu'on a 4 personnes qui vont jouer les zones courtes, le short, et 2 personnes qui sont alignées dans les zones profondes, dans le deep. Okay? Donc, une 5-1, 5 short, 1 deep. Et une even defense, là, ça, M. Coach Roy nous en a parlé il y a 2 semaines, si je ne me trompe pas. Donc, une défense où tout le monde commence sur la même ligne. Okay? C'est important de le voir. Il faut comprendre que ce n'est pas nécessairement parce qu'une défense s'aligne de cette manière-là qu'ils vont jouer cette défensive-là. Mais je pense que c'est l'information qui est la plus facile à aller chercher avant que le jeu soit levé, donc pendant que ça ne bouge pas encore. Puis tout de suite, il y a des clés que tu vas t'habituer à voir. Là, si tu es habitué de voir une 4-2, voir une 5-1, il y a souvent les mêmes points forts, les mêmes points faibles. Puis je pense que c'est important d'apprendre à les reconnaître rapidement. Donc ici, on a des petits exemples. Donc ça, c'est clairement, on le voit, un 4-2. Donc on a 2 filles qui sont vraiment plus en arrière que les autres. Une ligne en avant avec les 4 autres filles. On ne compte jamais les rushers là, dans ce compte-là ici. Souvent, on va voir les corners qui vont jouer un petit peu plus loin. OK, ça, c'est très normal, c'est parce qu'ils sont plus loin du carrière. On ne les compte jamais contre des joueurs deep dans cette nomenclature-là, les rushers. Donc, c'est vraiment les corners, je disais. L'autre image, on va vraiment avoir une 5-1. Donc, on voit une ligne en avant, encore une fois, avec les 2 corners un petit peu plus reculés, et une seule safety qui va être au centre, au milieu du terrain. Et là, on a clairement une défense de type even. On a une ligne. Tout le monde environ sur la même ligne. On la voit là, même sur la ligne noire. Donc, c'est assez simple à voir. Donc, ça, pour l'attaque, tout de suite, c'est la première chose qu'on est supposé reconnaître. En tant que coach, en tant que joueuse, idéalement aussi, voir comment il se place. Est-ce qu'il se place toujours de la même manière? Ça, c'est l'autre chose qui est super importante aussi. Est-ce qu'ils donnent toujours le même look, puis après ça, ils bougent? Ou est-ce qu'ils vont changer? Okay. L'autre chose que je pense qui est important, qu'on peut prendre avantage, c'est de savoir le rusher, comment il va se placer. Okay? Il y a des équipes qui vont toujours se placer le rusher de la même manière. Est-ce que ça va être par rapport au terrain? Donc, est-ce que j'ai un rusher qui va se placer toujours du côté où j'ai le plus de terrain? Donc, ça serait le R2 ici. Ou du côté qui a le moins de terrain? Ça serait R1. Okay? Est-ce qu'il va se placer par rapport à ta formation? Donc, ici, on a R1 qui se place du côté où j'ai le moins de receveurs, puis R2 qui se place du côté où j'ai le plus de receveurs. Okay? Est-ce que c'est une constance? C'est important de le savoir. Est-ce qu'il va se placer par rapport au bras de mon carrière? Si j'ai un carrière droitier, est-ce que mon rusher va être toujours à droite? Est-ce que j'ai un gaucher, il va être toujours à gauche? Ce n'est pas quelque chose que je prends en compte dans 100% de mes calls. Là. 3/4 du temps, on s'en fout un peu où il se place le rusher. Mais si on est capable de comprendre cette partie-là, ça peut nous aider dans certains aspects là, du play calling. Moi, par exemple, ce que j'aime, c'est contrôler la position du rusher sur des short downs. Okay? Short downs, c'est des situations où tu vas aller chercher une passe facile. On regarde ici. Ce qu'on voit, c'est que la rusher est ici et elle se passe toujours du côté faible de ma formation. Okay? Parce que du côté fort de ma formation, il va y avoir une joueuse, une middle qu'on appelle, okay, qui est une joueuse au centre du terrain. Fait que si je place ma formation d'un côté et qu'ensuite je change le côté fort de ma formation, bien, cette joueuse-là est assignée à ma receveur, donc elle va changer de côté. Mais la rusher, elle ne peut plus changer de côté. Sinon, elle perd son immunité de rusher. Donc, les 2 joueurs se retrouvent du même côté, ce qui fait que je peux me permettre d'aller me chercher une petite passe facile, loin de tout le monde. Je n'ai pas besoin d'aller chercher une grosse verge là-dessus, une grosse distance là-dessus, j'ai juste une verge, un catch. Donc, c'est une manière de contrôler la défensive quand tu connais des règles comme ça, qui vont te permettre d'aller chercher une fois de temps en temps un petit avantage tactique. OK, donc, ça, on va continuer. On tombe un peu plus dans le vif du sujet, là, une fois que le snap est levé. Okay? Parce que ces 2 dernières informations-là, c'est des informations-là des informations que tu peux aller chercher avant que le ballon soit mis en jeu. Donc, tu regardes le jeu, c'est pas parti encore, le rusher est de quel côté, c'est quoi le look qu'il me donne. C'est davantage les choses les plus faciles à aller chercher parce que c'est pas en mouvement. C'est statique, sont comme ça, on est prêt. Okay? Maintenant qu'on parle de couverture. Là, ça a été une des grosses questions que je me suis posées dans ma présentation, c'est à quoi je pense quand je regarde une défense? Okay? Comment j'essaie de décortiquer leur défense? J'ai trouvé un nom à ce que je fais. J'ai appelé ça la théorie des corridors. Okay? La théorie des corridors, c'est que j'essaie de trouver quel joueur défensif est responsable de chaque hook et de chaque fly ou ligne droite là, de tous mes receveurs.
Donc, par exemple, ici, je veux savoir quel joueur défensif va être responsable du hook, quel joueur défensif va être responsable du fly de mon numéro 1 weak ici. C'est quel joueur défensif s'occupe du hook et quel s'occupe du fly. OK? Même chose pour chacun de mes receveurs. Pas parce que je vais faire juste des hooks ou juste des fly, juste pour avoir une idée des zones et des assignations des joueurs défensifs. OK? Fait que si on place une 4-2 devant nous autres, si on prend ça quelque chose de base, une 4-2 un peu plus classique, souvent on va avoir des corners qui sont en corridor. Donc le corner weak ici, ben, il va être responsable par alignement. Donc, il va être placé pour enlever le hook du numéro 1. Et sa job, son assignation, ça va être d'enlever le fly du numéro 1. OK? Parce que la plupart du temps, en 4-2, les corners sont responsables de suivre leur numéro 1 s'il va dire. OK? Le free safety va être par alignement placé pour enlever le fly du numéro 2. Et par assignation, on va aller chercher le fly du snap ou du numéro 3 de son côté. Donc, il y a juste des responsabilités deep en général. Et le backer va être placé pour enlever le hook du numéro 3 et par assignation, on va enlever le hook du numéro 2. OK? Ça, c'est dans un cas précis. Ça ne veut pas dire que tous les 4-2 marchent exactement comme ça. Et on va avoir souvent quelque chose de miroir en 4-2, parce que c'est une défensive qui est souvent miroir. Donc, cette défensive-là couvre théoriquement tous mes hooks, tous mes fly, puis tous les joueurs sont splittés en deux. Fait que c'est quand même logique, c'est ce qu'on a la plupart du temps. Par contre, on va avoir des 4-2 qui vont jouer plus agressifs, qui font des fois des trucs de game plan, des fois des trucs qu'on va voir à plus bas niveau dans certaines situations, où on a des corners qui restent toujours short, peu importe la situation. Et là, ils laissent les 3 tracés D de leur côté à leur safety. Puis là, si j'ai quelqu'un à attaquer, moi, j'aimerais ça attaquer le safety là-dessus parce que lui, il a 3 tracés à couvrir. Okay? Tandis que short, là, c'est un peu plus dangereux. Si on fait le même exercice pour une 5-1 classique, là, ce qu'on va retrouver, c'est souvent une couverture de type 3-3. Donc, où les 2 corners et le safety vont s'occuper de mes 6 fly et mes 2 backers puis mon middle vont s'occuper de mes 6 hooks. Donc, tout le monde se split 2-2. Ça va super bien. OK? Fait une fois que j'ai trouvé ça, puis j'ai une idée de comment ça marche, mon but, si je veux attaquer une couverture, c'est de me trouver des jeux qui vont attaquer en même temps les 2 responsabilités d'un même joueur. OK? Fait qu'on veut split un defender qu'on appelle. Et donc, si on avance à la prochaine slide, on va voir une manière d'attaquer. Fait que ça, on revient dans une 5-1 classique, comme on vient juste de voir. Okay? Si je veux split, par exemple, le middle, ben, je vais donner 2 hooks. C'est ces 2 responsabilités, les 2 hooks du milieu. Puis je m'arrange, je vais donner des tracés à mes autres receveurs qui vont occuper les autres joueurs autour. Fait que je peux donner des hooks, je peux donner des outs, je peux donner des fly à mes 2 numéros 1. Mais le but, c'est vraiment d'isoler cette situation-là où je suis 2 contre 1. Là, je vais regarder ce que middle fait. Je vais lancer à l'opposé. Ça peut être aussi simple que ça. C'est une situation qui marche particulièrement souvent. OK? Ça peut être aussi d'aller créer des 3 contre 2. Donc, si par exemple, ici, on va aller travailler du côté fort, encore contre une 5-1, je vais faire rouler mon corps arrière. Puis je décide d'aller lancer un flood. Donc, ça veut dire un fly, 2 outs à différents niveaux. Mais dans cette situation-là, en ce moment, les 4 joueurs à la gauche, là, ils sont tous très loin de pouvoir faire un jeu. Donc, je crée vraiment un 3 contre 2 de ce côté-là, où on force ces joueurs-là à prendre des décisions. Puis on va regarder ce qu'ils font, puis on va lancer à l'opposé, on va le voir un petit peu plus tard aussi. Ça peut être aussi d'aller créer un 2 contre 2, donc avec le même nombre de joueurs, mais où on va se mettre dans des positions favorables. Donc, on revient un petit peu à l'exemple que j'ai nommé au début, où on veut attaquer l'extérieur à gauche ici. Si je veux faire un hook de mon numéro 1 weak, donc le receveur qui est ici, je vais faire un hook ou un out, c'est sûr que si c'est le corner qui est en avant de lui, qu'il faut qu'il le couvre, on n'est pas bien placé. Mais en avoir un tracé deep de mon numéro 2, comme un corner ou juste un seam, une ligne droite ici, ben, ça devient la responsabilité du backer d'aller jouer ce tracé-là. Donc, même si c'est théoriquement un 2 contre 2, on est très avantagé par la formation et par l'alignement des joueurs défensifs. Fait que c'est prendre avantage de ces responsabilités-là, puis essayer d'aller mettre 2 joueurs dans les 2 responsabilités défensives d'un joueur défensif. Hop, on va avancer un petit peu.
Quand on parle aussi de personnel, là, on parlait de couverture, où on va aller créer des surnoms, on va attaquer des zones. Il y a une partie de personnel aussi où, des fois, c'est juste assumer que tu vas avoir un contre un, puis mettre les chances de ton bord pour le gagner. OK? La manière la plus simple, ça va être tu mets tous tes receveurs d'un côté, tu en mets un de l'autre côté seul. Aussitôt qu'ils te mettent juste un joueur défensif contre ce receveur-là, ben, tu sais que tu as du 1 contre 1 et tu vas essayer d'attaquer. Donc, Coach Bougie nous a fait une clinique complète là-dessus. On ne passera pas beaucoup de temps, mais j'ai sorti quelques exemples de quand j'ai donné un coup de main avec l'équipe du Québec en 2019. Donc, ça a été une joke dans un souper entre moi et le commentaire offensif de l'équipe. On a essayé de se sortir 2-3 tracés qu'on disait ah, ça va être inarrêtable, ce tracé-là. C'est un peu le mélange et le stratégique et le personnel. Donc, je me fais un jeu où s'ils mettent juste 1 contre 1 à l'extérieur ici, ben c'est sûr que je vais là parce que côté personnel et tracé, j'ai un avantage. Pour m'enlever ça, il faut qu'ils mettent 2 joueuses là. Donc, de l'autre côté, je vais avoir un 3 contre 2. Je vais avoir un avantage numérique de l'autre côté. Donc, si on regarde ici, on a Zoé qui va nous courir un hook and out, qui ressemble un peu à un T. Pour ceux qui sont habitués de le faire, c'est un petit peu différent. On va le revoir une autre fois. Mais nous autres, notre mentalité là-dessus, c'est si on voit un 1 contre 1, je dis à ma QB, tu regardes là, tu lances là, et si la joueuse défensive le joue bien, tu le lances à l'extérieur. Aussi simple que ça. Mais vous allez voir, j'ai quelques exemples. On a 2 tracés qu'on faisait. On a choisi nos 2 tracés que nos filles couraient le mieux dans cette situation-là, puis on les a pratiqués tout le long d'un tournoi qui était préparatoire à la Coupe Canada. On pratiquait les 2 mêmes filles qui alternaient ces 2 tracés-là pour les pratiquer contre différents DB, différentes couvertures. Fait qu'on les voit là-dessus. On prend un tracé un peu funky qui est tough à arrêter. On habitue la QB à bien placer la balle. Puis après ça, on assume le 1 contre 1. On pense qu'on va la battre. Fait qu'on dit, on a changé d'équipe, encore les mêmes tracés. C'est sûr qu'un triple cut en dedans de 6 verges, 7 verges, c'est toujours tough à couvrir pour une joueuse défensive, peu importe qui. Là. Fait que, on s'habitue le plus possible. Oh, on va regarder une dernière fois. Parfait. On va avancer au prochain. L'autre chose qu'on peut avoir aussi, c'est être capable de créer ce 1 contre 1-là, mais en plein milieu du terrain. J'ai dit en plein milieu. Dans l'exemple qu'on va avoir là, c'est vraiment en plein milieu, ça peut être ailleurs sur le terrain. C'est ce qu'on est capable de recréer cette situation-là de manière moins évidente pour la défensive. Okay? Donc, ça, c'est un game plan que j'ai sorti pour une game en 2018, si je ne me trompe pas. Où mon point, c'était soit je vais attaquer en man la backer, okay, ou je vais attaquer en zone la safety qui est placée à l'extérieur de ma receveur. Okay? Donc, il y avait certaines tendances que j'avais étudiées chez l'autre équipe. On le voyait, c'est une game de demi-finale, donc j'avais déjà du tape que j'avais enregistré notre game. J'avais vu que je pense que c'était un bon moment pour les battre. Moi, mon but, c'était de les avoir en main, donc dans un short down qu'on va appeler, là, où on pense que mon jeu est plus agressif, où je vais avoir un 1 contre 1 entre ma receveur ici et mon backer. Ou si je trouve dans du zone puis que j'ai pas réussi à pick up leur tendance, mais je suis quand même bien placé par rapport au safety pour avoir une shot d'y aller. Okay? Donc, c'est un call que j'ai fait 3 fois dans le game, dans des situations où je pensais les avoir en main à chaque fois. Donc, on va regarder ici ma numéro 3, Strong Side. Cette fois-là, je ne les ai pas eus. Finalement, ils n'étaient pas en main comme prévu. Mais finalement, on était correct pour le zone. On a fait un bon catch. La safety n'était pas loin. On a bien exécuté, on l'a eu. Ça, je savais que j'étais 1 contre 1 en main contre la backer ou je tombais 1 contre 1 en zone contre la safety. J'essaie. Je l'ai fait une autre fois dans le match. Cette fois-là, je les ai eus en main. Je pense qu'on avait battu la backer sur la cote. Malheureusement, c'est bien rattrapé. Il nous fallait une passe parfaite. Cette fois-là, je pense qu'on l'avait. On l'a échappé. Comme vous pouvez voir dans la vidéo, là, il pleuvait un petit peu. Là, donc, ça rendait tout ça un petit peu plus dur. Une autre fois que je l'ai fait, la même chose, je la repogne en main. La passe un peu courte, la backer est capable de faire un jeu. Donc, malheureusement, 2 sur 3 a viré contre nous autres.
Mais c'est un peu ça. Moi, mon but, c'était d'isoler ce tracé-là contre la backer en man ou contre la safety. Puis je pense que c'est un game plan duquel je serais comptable, je recommencerais parce que ça dépend de notre exécution. Si on exécute bien, je pense qu'on est capable d'avoir des meilleures chances que ça. Là, c'est sûr que dans cette situation-là, la pluie nous aidait vraiment pas. L'autre chose aussi qu'on peut aller chercher, souvent je l'ai fait peut-être à des niveaux un petit peu plus bas, mais ça va dépendre vraiment du personnel qu'on a. Je l'ai fait au collégial cette année. Ça va être d'aller créer un 1 contre 1 entre ton QB et ton rusher. Ça, des fois, ça peut être sous-estimé, mais dans des situations de man ou à la porte début, si tu es capable de t'arranger pour que toute la def se sépare, là, si tu bats ton rusher, t'es parti. Puis là, je l'ai fait vraiment au centre du terrain. Ça peut être d'envoyer tout le monde à droite et de courir à gauche, des choses comme ça. C'est une autre confrontation qu'on peut aller chercher dans un match. Ou si on pense qu'on a l'avantage sur l'autre équipe, il faut trouver un moyen d'exploiter ça. Okay. L'autre chose qui a un peu moins de vidéos sur ces tendances-là, c'est sur des tendances, justement, des équipes. Donc, qu'est-ce qu'une équipe? Là, je suis désolé, là, il y a de l'anglais dans cette slide-là, à n'en plus finir, mais je traduirai au besoin. Donc, est-ce qu'une équipe va avoir des tendances en long down, ce qu'on appelle? Donc, des situations avec beaucoup de verges à aller chercher. Un 3e et 12, un 4e et 9. Peu importe là, combien de passes il reste à chercher. Souvent, c'est des équipes, si on a le choix entre mettre 1 et 2 safety, ben, ils vont remettre leur 2e safety en haut. Ils vont jouer moins agressif. Souvent, c'est des downs où ça va être plus tough de faire avancer une backer pour lancer derrière elle. Ça, c'est quelque chose, d'être conscient de la situation puis voir si l'autre équipe s'ajuste. Il y a des situations qui ne vont peut-être pas changer leur call. C'est à toi de voir en tant que coach, en étudiant tant avant le match qu'au début du match pour la suite du match. Qu'est-ce que tu remarques dans des différentes situations? Qu'est-ce qu'ils vont faire en short downs? Donc, un 3e et 2, un 4e et 3, 2e et 1 même, où tu as juste besoin de quelques verges. Ça va dépendre beaucoup des passes aussi au flag. C'est pour ça qu'on a le pass obligatoire que j'ai appelé après. Là. C'est souvent des situations où les équipes vont jouer du man. Est-ce que si tu as déjà tes passes de fait puis tu es en short down, ils vont t'amener un double rush pour pas que tu puisses courir? Est-ce qu'ils vont te mettre un look even quand ils n'en font pas habituellement pour essayer de te mélanger? Fait que ça, c'est des choses que toi, il faut qu'en tant que coach, tu remarques. Est-ce que dans la même situation, il te fait toujours la même chose de l'autre côté? Si oui, est-ce que tu peux prendre avantage de ça si tu le sais d'avance? L'autre chose, c'est par rapport à la position sur le terrain. Est-ce que quand tu arrives proche de la zone début, souvent on dit à l'intérieur du 20, là, tu tombes dans la zone payante. Est-ce qu'ils changent leur couverture? Est-ce qu'ils jouent par rapport à la zone début quand tu es plus proche? Est-ce qu'ils amènent une nouvelle couverture? J'ai vu des équipes qui jouaient. Là, j'ai mis un exemple du corridor. Là. Je sais que c'est un scénario que j'ai déjà affronté où, à l'intérieur de la ligne de 10, l'autre équipe faisait souvent du corridor parce qu'il n'y avait pas assez de place en profondeur pour mettre 2 niveaux selon eux autres. Donc, est-ce que toi, tu le sais d'avance, tu es capable de te préparer à quelque chose du genre? Ça, c'est quelque chose que tu peux voir d'avance, c'est sûr, si tu as la chance de pouvoir voir ton adversaire jouer avant ton match. Soit que tu as déjà joué dans la saison, soit que tu vas les voir jouer contre quelqu'un d'autre à un tournoi ou quoi que ce soit. Ou des années précédentes, des fois, si tu sais que tu joues contre les mêmes coachs, ça peut être la même chose. Mais c'est de l'information que tu peux aussi aller chercher en début de match pour t'aider plus tard dans ton match. Donc, est-ce que tu prends tes premières drives pour te préparer, pour aller chercher de l'information si tu connais zéro ton adversaire, pour que cette information-là, tu puisses l'utiliser plus tard dans le match? Là, je vous ai sorti aussi des exemples. J'ai sorti des situations que je me rappelais où on a utilisé un petit peu tout ça pour avancer. Là, le premier, c'était un exemple qui me fait toujours un peu rire quand j'en parle. Je n'ai pas de vidéo, ça fait particulièrement longtemps. C'était avec une équipe cadette ou juvénile féminine, là, je ne suis même plus sûr. J'avais pas une super bonne carrière. Elle n'avait vraiment pas un bras incroyable. Mais elle comprenait la game, ça nous a quand même sauvé un petit peu. Puis j'avais 2 super bonnes athlètes qui étaient très rapides. Okay? Fait que moi, je me sauvais beaucoup de situations avec des petits tracés courts, des 1 in, 1 out, des choses comme ça. Puis je jouais contre une équipe, cette game spécifique-là, où tout le monde il me joue en even. Donc tout le monde joue à 5 verges. Quand tu n'as pas un bon corps arrière ou un corps arrière qui a un bon bras, c'est chiant comme défensif parce qu'il joue agressif, puis tout, c'est là que tu veux lancer. Mais ce que j'ai remarqué un peu plus, je pense qu'au 3e quart, c'était en 2e demi, ils changeaient leur alignement
en short down. Ça fait comme mettons en 3e et 1, 3e une passe, des choses comme ça. Puis j'ai ma joueuse qui est revenue sur le terrain, la joueuse que j'ai mis en bleu ici, fâchée, là, fâchée de noir. Comme là, je peux rien faire, Alex, ils mettent 2 filles sur moi. Là, à chaque fois que j'ai une petite passe, j'ai 2 filles sur moi. Là, la drive d'après, je remarque que dans les downs importants, ils changent leur alignement, puis ils viennent se placer comme ça. Fait que je remarque qu'ils mettent 2 filles sur cette fille-là, mais qui joue du men. Ça veut dire qu'il y a une fille qui n'est pas couverte. Fait que là, j'arrive en 4e essai, une passe. Je me dis, on va essayer quelque chose. On l'essaye, ça va être drôle. Je m'en vais, je prends un caucus. Je dis à mes filles, vous allez vous placer le plus proche du sideline possible. Tout le monde de votre côté. L'équipe défensive fait exactement ce que leur coach leur a dit. Chacun suit sa fille. J'en ai 2. Ma fille qui n'est plus en bleu, malheureusement, elle va être à gauche. Et je me retrouve avec cette situation-là devant moi. Moi, ce que j'avais dit à ma arrière, c'est tu vas avoir le champ libre devant toi, laisse passer la rusher, lance un hook à ton snap. Complètement toute seule au milieu du terrain. Parti courir pour un toucher de 50 verges. Donc, c'est pas quelque chose que j'avais vu d'avance. C'est pas quelque chose que j'ai remarqué la drive d'avant. Ma fille me l'a confirmé parce qu'elle est venue m'en parler. La drive d'après, on avait un doute que ça s'en venait. Peut-être que ça n'allait pas être ça qui allait arriver. Peut-être qu'on aurait eu l'air fou de faire ça s'il n'avait pas fait ça, mais ça a bien été. Fait que, puis c'est des exemples comme ça d'ajustement sur le fly, que si tu as de l'information que tes joueurs t'amènent, si toi tu marques des choses, mais il ne faut pas avoir peur d'y aller, surtout quand tu n'es pas préparé, tu ne sais pas l'autre équipe. Il faut prendre des chances. Ça a été super payant pour nous. Puis on a gagné le match par un toucher, donc ça peut être ce qui a fait la différence. Si je vous amène un petit peu plus loin, on va parler de l'équipe nationale. Les championnes du monde en 2016 à la Coupe du monde, c'était l'équipe du Panama. Et à la Coupe du monde de 2018, c'est la première équipe qu'on affrontait, la première équipe qu'on avait à l'horaire, c'était le Panama. Donc, moi, j'avais un petit peu regardé du vidéo, voir ce qu'ils faisaient, pour avoir une idée qu'on allait arriver contre eux autres de qu'est-ce qu'on allait voir. Puis ce qu'on a remarqué, c'est qu'ils jouaient une défense de type even, donc tout le monde se plaçait sur une même ligne. Ils allaient souvent séparer le terrain en 2 et faire reculer une de leurs joueuses deep et une short de chaque côté. Donc, ils jouaient une défense 2-2, puis il allait lire à partir de ça. Des fois, ce qu'il allait faire, c'est qu'il allait alterner qui reculait deep, qui restait short, mais c'est toujours un peu le même principe. Fait que si on applique la théorie des corridors qu'on a vu tantôt, si on veut les battre deep, ben, on veut attaquer 2 filles du même côté qui s'en vont deep. Parce que c'est les 2 la responsabilité de la même joueuse. Puis on veut occuper la joueuse de l'autre côté qui est responsable du deep pour pas qu'elle puisse venir aider. OK? Donc là, je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe. Là, on va regarder la drive au complet. Ça, c'est notre première drive de la Coupe du monde. On est en 2018, on est au Panama. En plus, on est chez eux. On va commencer avec ça, c'est le premier jeu du match pour nous. Ce qu'on remarque tout de suite, là, c'est qu'on a 2 corners qui jouent loin et 2 filles à l'intérieur qui ont avancé. Donc, tout de suite, on voit du 2-2 là-dessus. Donc, c'est pas mal ce qu'on avait vu. Donc, on est bien content de voir ça. On complète un hook parce que c'est Coach Butch qui colle l'attaque. Donc, on a lancé des hooks le premier jeu. Mais on est allé chercher de l'information quand même. On a vu la défensive. C'est ça qu'on pensait voir, c'est ça qu'on a vu. Deuxième jeu du match. On a avancé un petit peu. Ce qu'on remarque. La même chose, les 2 corners jouent loin, mais les 2 filles à l'intérieur, ils ont reculé aussi. Donc, moi, je pense que c'est du men là-dessus. Mais dans tous les cas, c'est ça à quoi on s'entendait. À date, rien de nouveau. On complète un hook. On va chercher des verges. On est bien content avec ça. OK, on va leur faire jouer. Je ne sais pas si vous avez bien vu. Hop. Donc, ouais, il y a la pause pour regarder la def. Si on continue. Parfait. Là, on arrive, on peut le voir en haut. 3e essai est 5. Parce que le but, c'est de se rendre au milieu ici. Là. OK, on a 4 essais milieu à l'international. Fait qu'à date, on sait qu'il nous joue de la 2-2 ou du man. Coach Butch, complètement agressif dans son play calling en 3e et 5. On adore ça. Décide de prendre une shot deep tout de suite. On envoie 2 tracés longs du même côté. Donc, et le fly
de la numéro 1 et le 45 in de la numéro 2, avec un tracé intermédiaire ici pour garder la fade deep de l'autre côté si jamais nous jouons en zone. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'on a. On remarque du 2-2 parce qu'on a deux filles qui reculent. On a une backer ici qui va avancer. C'est exactement ce à quoi on pensait. C'est exactement ce pourquoi on était préparé. Ça a l'air facile. OK? Parce qu'on avait une idée de qu'est-ce qu'on allait affronter. On avait des idées un petit peu de comment les battre. Et nos filles, à ce niveau-là, ils exécutent en général très bien. C'était aussi simple que ça. Ça n'a pas été. Malheureusement, c'est rare que c'est comme ça des matchs au complet. Là. Souvent, on est capable d'aller chercher quelques étincelles par-ci par-là, mais là-dessus, on en a profité. Ça a super bien été. François, je ne sais pas, il est quelle heure. Oh, j'ai tabarnouche. Ça va vite. J'ai combien de temps encore? Je viens de voir qu'il est comme les 32. Le couvre-feu, Alex, alors décrété par M. Legault. Donc, tu as, comme tu veux, 5-10 minutes encore, c'est parfait. Ah, parfait. Bon, ben, il me reste deux exemples à vous montrer, puis après ça, on va avoir. On va pouvoir wrap up. Ouais, c'est pas la. Donc, sur papier, qu'est-ce qu'on avait ici? Donc, ça, c'est la défense qu'on vous a parlé. Ça, c'est exactement ce qui est arrivé sur le jeu. On a avancé une petite image de trop. Donc, on savait qu'elle allait nous montrer du 2-2. On est allé sortir deux tracés profonds du même côté pour être 2 contre 1 contre cette corner-là. On a occupé la joueuse deep de l'autre côté avec un tracé intermédiaire, donc elle se sentait menacée. Ça a fait qu'elle était en retard pour aider sa coéquipière. Ça a fait que toutes ces joueuses-là ne servaient plus à rien. Nous autres, tout ce qu'on avait, tout ce qu'on voyait, tout ce qu'on avait créé, c'était un 2 contre 1 en zone profonde. Là, la corner a décidé de rester avec le fly sur la ligne. On a lancé à l'autre. C'est aussi simple que ça. OK, l'autre. Prochain exemple que je vais vous montrer, c'est en 2018, encore le match de demi-finale, où j'avais du film pour nous préparer contre Édouard. Et j'essaie de prendre une shot derrière leur corner. Parce que je retrouve que leur corner qui est à notre gauche, donc à droite de leur défensive, est agressive et sa responsabilité, c'est toujours short. Elle n'est jamais deep comme responsabilité. Je remarque aussi que la safety qui est de ce côté-là, qui est super athlétique, triche souvent vers l'intérieur et a ses yeux sur ma deuxième receveur de ce côté-là, qui est une de mes joueuses super rapides. Aligné comme ça, moi, ce que je remarque, c'est qu'il oublie un petit peu ma numéro 1. Mais pour m'assurer qu'il l'oublie complètement, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer un tracé deep directement sur la safety, de la joueuse qu'elle regarde. Et je vais envoyer un tracé court sur la corner, qui est ce qu'elle a l'air de vouloir couvrir. Donc, de cette manière-là, j'aurai ces deux joueuses-là d'occuper, puis j'aurai encore ma numéro 1 qui n'a pas de tracé. Fait que là, à ça, je rajoute un petit tracé vers l'extérieur qui va l'éloigner du reste de la défensive. Et d'après moi, ça devrait se compléter tout seul. Donc, on va aller voir comment ça a été. On va recommencer du début. Donc, on a ici la corner qui joue short, la safety qui a ses yeux sur le numéro 2. Là, sur ce jeu-là, elle est tournée vers l'extérieur parce qu'il y a un call qui n'est pas favorable pour nous autres, mais ça a bien fini quand même. Donc, ce qu'on voit, c'est exactement ce qu'on avait prévu. OK? Donc, on a une corner qui va attaquer un tracé short, une safety qui va avoir ses yeux en premier sur notre receveur numéro 2. Donc, théoriquement, cette joueuse-là, la prochaine personne la plus proche pour la couvrir, ça va être la backer ici. Donc, on est correct. C'est sûr qu'elle va arriver plus tôt pour la déflaguer, mais par assignation, ça serait ça. Hop. Fait que c'est exactement ça. On a regardé, je regarde, moi, qu'est-ce qu'eux autres veulent faire. Puis mon but, c'est de les amener à faire ce qu'ils veulent. Elle veut couvrir short, parfait, j'envoie quelqu'un short. Elle veut couvrir ma numéro 2, parfait, j'envoie ma numéro 2. Comment je peux travailler à partir de là? On peut, je vais skipper cette diapo-là, parce que je n'ai pas de film qui va avec ça, malheureusement. Parfait. Là, c'est un peu ce que je parlais tantôt, un peu des trucs quand vous préparez à avoir une partie à l'aveugle contre une équipe que vous ne connaissez pas du tout. Moi, ce que je fais avant de commencer ou en commençant le game,
la game, j'essaie d'être prêt pour battre les différents looks qui peuvent me présenter. Fait que je veux avoir dans mon playbook des jeux qui vont battre une 5-1, des jeux qui vont battre une 4-2, des jeux qui vont battre du man. Ça ne veut pas dire d'en avoir 7 de chaque, là, mais si j'ai 2-3 de chaque, moi, je sais que peu importe ce qu'ils me présente, je vais quand même avoir capable d'avoir des jeux qui vont être capables de driver ça. Okay? Puis moi, j'aime ça personnellement, tester différentes formations. Okay? Ça veut dire que souvent, sur ma première drive, je vais te donner un look normal. Donc, 3 receveurs d'un côté, 2 de l'autre. Un peu plus tard dans ma drive, je vais te donner 4 receveurs d'un côté, 1 de l'autre. Donc, je vais aller en ISO. Puis je vais voir comment toi, tu t'ajustes. Parce que peut-être qu'il y a des formations qui vont m'avantager moi, de la manière que toi, tu joues, ou l'inverse, que je ne vais vraiment pas aimer ce que tu fais, puis je vais décider de passer à autre chose. OK? Fait que moi, je pense que la première série, je pourrais dire les premières séries aussi, là, pour les matchs sont quand même longs. C'est super important de commencer avec des jeux de base que toi, tu exécutes bien et qui vont marcher un peu contre n'importe quelle défense. C'est important aussi de varier le play calling. Moi, j'aime ça caler différents trucs pour avoir différentes informations. J'aime ça que dans mes 3 premiers jeux, si je suis capable d'envoyer tous mes joueurs short une fois, deep une fois, pour voir comment la défense va réagir, qui va regarder qui, puis sont les yeux de la défensive, quelles clés les joueuses de def vont essayer d'aller chercher. Puis souvent, en début de match, dans un match contre un adversaire que je ne connais pas, je veux ralentir le tempo. Je veux m'assurer qu'il soit bien installé et qu'il soit en train de faire ce que les autres veulent faire. Des fois, si tu essaies d'aller vite, ils sont en retard, ils ne comprennent pas ce qui se passe, oui, tu as un avantage stratégique parce qu'ils sont mélangés, mais tu ne peux pas comprendre ce qui se passe. En début de match, quand je ne sais pas qui j'annonce, je prends mon temps, je les laisse s'installer à leur aise. Comme ça, moi, j'ai des meilleures clés pour avancer plus tard. Okay? Quand je parle de jeux de base, là, j'ai quelques exemples aussi. Là, moi, c'est un jeu que j'utilise dans toutes mes équipes, tout le temps. Et je l'ai sorti ici dans différentes games. Là. Okay? Dans différentes années, ça, c'est dans les 4 dernières années, je pense, avec différentes équipes. Je vais les faire jouer 2 fois. Toujours un petit in, un petit out. Ça vient se croiser. Des fois, là, j'ai une petite variation à ce jeu-là. Mais de toute façon, on avait ça en 2017. Si on arrive cette année à Grasset en 2020, le même principe. Ça vient toujours aux 2-3 mêmes receveurs. C'est un jeu qu'on fait souvent, qu'on est habitué de faire, que peu importe le look qu'ils vont nous faire, ben nous autres, on est habitué de le rouler et de l'exécuter. Tu sais. Ça, je l'ai fait avec des gars, ça c'était en 2016, je pense. Un petit in facile. Peu importe ce qu'ils font en def, c'est quelque chose qu'on est capable d'aller chercher. C'est quelque chose que si une game va mal, je sais que je peux revenir à ça. Il y a de très bonnes chances que ça aille bien. Ça va nous remettre en confiance. C'est le genre de jeu qu'en début de game, j'aime ça caler. Ça nous permet d'avancer, même si moi, je suis en train de regarder la def bien plus que je suis en train d'essayer des battre. Je suis en train de les analyser pour voir comment ils jouent, qu'est-ce qu'ils jouent, puis où je peux aller les battre plus tard dans la game. Je pense qu'on a fait. Ah, ça, je pense que c'est le dernier de. C'est ici. Encore un petit out. Facile. Yeah, on a fait le tout. Donc, c'est un peu ça pour les parties à l'aveugle. Les derniers points aussi, c'est prendre le temps d'analyser la couverture en début de match. Là, comme je disais, souvent, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais me concentrer sur un côté de terrain. Je ne connais pas l'autre équipe, je ne sais pas ce qu'ils font. Regarder 6 joueurs en même temps, des fois, c'est beaucoup. Donc, les 2-3 premiers jeux, je regarde un côté de terrain, qu'est-ce qu'ils regardent. Souvent, ça va être miroir des deux côtés, de toute façon. Et puis, j'essaie de chercher les déclencheurs que j'appelle. Donc, qu'est-ce qui fait que cette fille-là ou ce gars-là va avancer? Qu'est-ce qui fait qu'elle va reculer? Ou qu'est-ce qui fait qu'elle va attaquer un receveur? Est-ce qu'aussitôt que mon receveur fait un out à l'attaque, est-ce qu'elle quand elle fait un in à l'attaque aussi ou elle va juste suivre les outs? Est-ce qu'elle va reculer deep? Est-ce qu'elle va rester avec un hook? J'essaie de voir pour chaque joueur en défensive qu'est-ce qui va les déclencher. Parce qu'une fois que je l'ai trouvé, si je sais que ça marche à tous les coups, elle va suivre un out, ben, je le sais. C'est dans ma tête. Quand j'envoie un out, je ne le lance pas, mais j'essaie d'amener quelque chose en arrière pour remplacer la fille qui s'en va. Puis souvent, c'est là qu'on va aller chercher des bons jeux. Puis la dernière partie, on va couper ça short ici. C'est la partie interview avec mes anciens QB. Donc, je suis allé chercher 1 ou 2 points des 6 derniers QB que j'ai coachés sur une plus longue période. Là, les QB que j'ai coachés un tournoi pour remplacer quelqu'un. Là, on n'est pas allé là-dessus, là, mais je t'avais demandé qu'est-ce qu'on faisait soit en game, soit en pratique qui les aidait.
OK? Donc, Clara, dont Adrien a parlé tantôt, qui est rendue à jouer au Kansas en ce moment. Elle, c'était de voir les jeux au ralenti. Donc, quand en pratique, on s'installait, puis on marchait ou qu'on joguait nos jeux à 60 mais elle, ça l'aidait de voir le jeu se développer. Sans défense, rien. Juste voir, OK, elle a cote, puis après ça, elle a cote. Donc, mon in va arriver avant mon corner, puis après ça, l'autre out va arriver. Ça l'aidait. Puis ce qui l'aidait aussi, c'est beaucoup de faire du film sur nos adversaires. Donc, quand on jouait une équipe en début de saison, puis qu'on les rejouait plus tard dans la saison, mais regardez notre premier match contre eux autres. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Comment on pouvait prendre avantage de ça? Ça, c'est quelque chose qui allait l'aider. Quand je suis allé voir Ray, qui est ma QB en ce moment à Grasset, que j'ai coaché au secondaire pendant 4 ans, elle, c'est voir la défensive d'avance en pratique. Donc, moi, quand je joue contre une défense le dimanche, par exemple, ben, la pratique du jeudi, si on sait qu'est-ce qu'ils vont faire, sans nécessairement avoir tous les détails. Si je sais qu'ils jouent majoritairement une 5-1, puis que moi, ma défensive de base, c'est une 4-2, mais je veux que ma QB, avant d'arriver au dimanche, elle ait déjà vu une 5-1. Fait que je vais placer ma défensive dans un look de 5-1, même s'ils ne sont pas habitués de jouer ça. Puis on va rouler nos jeux qu'on joue plus souvent contre cette défensive-là pour qu'on s'habitue à voir nos jeux, comment on les roule contre une défensive qu'on va voir en fin de semaine. Puis quand tu joues contre quelqu'un que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire en défensive, ça peut être très bon aussi de faire ça, puis de se préparer contre la 5-1, contre la 4-2, qui vont être vraiment les looks que tu vas voir le plus souvent. Puis elle, Ray, c'est parce que son mot préféré, c'est trash. Là. Elle aime se dire qu'elle n'est pas bonne. Puis faire du film sur elle, comme je veux voir où je suis trash, comme ça, je peux m'améliorer. Ça, elle dit ça tout le temps. Fait qu'elle, quand elle fait du film, Clara, c'est plus sur l'autre équipe. Ray, c'est vraiment plus son film sur elle. Qu'est-ce que dans les dernières games, elle a fait qu'elle n'aimait pas, qu'on peut améliorer? Son footing, ça peut être des reads, ça peut être plein de choses pour travailler là-dessus. Will, qui est mon QB au flanc masculin à Grasset, lui, c'est quand on déconstruit les jeux en 2 contre 2 ou à 3 contre 3. Ça veut dire que oui, j'ai mon jeu à 6 joueurs, mais lui, ce qu'on aime, c'est qu'on travaille un côté de terrain, ou des fois, on travaille des fois juste au milieu, juste ces 2 receveurs-là contre ces 2 joueurs défensifs-là. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, comment ils peuvent bouger, comment ils vont s'arranger, ou à 3 contre 3, la même chose. Puis après ça, en game, lui, son avantage, ça va être de OK, mais est-ce que je suis capable de recréer ce 2 contre 2-là que je suis habitué de voir? C'est exactement ça qu'il va aller chercher. Et ça a été aussi de revenir sur les séries quand il revenait au banc. Donc, quand il revient au banc après les séries, il aime ça qu'on prenne le temps de passer chaque jeu. Pas chaque jeu, c'est des longues séries, là, mais la plupart des jeux, même les jeux qui ont bien été, c'est bon de faire un feedback. OK, tu as lancé ça, ça a bien été, il y avait ça aussi qui était ouvert. Tu sais, prochaine fois, on peut garder un œil. Si on y va avec Sarah, que j'ai coaché juste au senior, donc elle, je n'ai pas vraiment pratiqué avec. Elle, quand je colle des jeux, ça va être de les décortiquer avant. Quand on est sur le banc, dire à la prochaine drive, je vais te caler ça, ça. Ces 2 jeux-là, c'est sûr que j'ai call. Sur ce jeu-là, on veut regarder plus ces 2 receveurs-là. La def peut réagir de telle ou telle manière. Essayer de prévoir tous les scénarios un peu possibles là, qui peuvent arriver spécifiquement sur ce jeu-là contre eux autres. Fait que le faire sur 2-3 jeux qu'on sait qu'on va caler, elle arrive par un meilleur mindset quand elle attaque le terrain. Isa m'a dit qu'elle, c'était de jouer, quand elle a joué en def en pratique, elle a dit que ça l'aidait parce qu'après ça, quand elle lisait des filles de def, elle avait une meilleure idée de qu'est-ce qu'il pensait, qu'est-ce qu'il voyait. Puis le dernier, c'est Janu, ça fait longtemps que je ne l'ai pas coaché, il n'y avait pas beaucoup de souvenirs, mais lui était dans un cadre où c'était à mon QB de masculin à Jean Lamennais. Puis en pratique, on essayait le plus possible de jouer les cas des gars contre les juvéniles gars au moins une fois par semaine. Puis lui, c'est vraiment ça qui l'a marqué, c'est vraiment ça qui l'aidait parce que quand on était cadet, on jouait contre des meilleurs que nous autres. Puis quand j'étais juvénile, ben, nos cadets étaient très forts aussi, fait qu'on était quand même challengés. Puis voir du match comme ça, une fois par semaine, en plus de des matchs réguliers, ben, c'est ça qui l'a vraiment aidé que lui. Fait que c'est un peu un mix and match de tout ça. Là. Je me suis dit que c'est peut-être des choses, si vous avez des questions peut-être plus précises sur des trucs, ça va me faire plaisir de répondre. Sinon, pour moi, ça fait le tour. Donc, je vous laisse mes informations, me contacter. J'ai laissé mon courriel. Il y a, je peux me rejoindre sur Facebook, Messenger, Instagram. Puis si jamais vous avez des plaintes, des commentaires négatifs, j'ai fait une adresse courriel juste pour ça. Donc, vous pouvez m'écrire à cette adresse courriel-là ce qui est plainte ou commentaires négatifs. Ça va me faire plaisir de vous répondre. La chute de la présentation était incroyable, Alex. Merci beaucoup.
Vous êtes libre de poser les questions soit dans le chat ou soit en ouvrant votre micro. Je vais vous laisser 30 secondes pour le faire parce qu'il est déjà Complètement tard. dépassé, je suis désolé. Mais moi, j'aurais une question pour toi, Alex, en Vas-y. attendant que peut-être que les gens posent la leur. Souvent dans les reportages à la télévision, dans les équipes professionnelles, on entend souvent le fait que la première séquence à l'attaque est souvent scriptée. Donc, tu sais, pas juste le premier, deuxième, troisième jeu, mais on parle de 7, 8, 9, 10 jeux qui sont déjà scriptés et décidés à l'avance. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais, toi, pour tes matchs? Je dirais oui et non. C'est rare que j'assume un script, je vais le dire comme ça. C'est rare que je dis à ma carrière et à mon attaque, OK, on fait ces 6 jeux-là dans l'ordre. That's it, tu sais. Mais souvent dans ma tête, j'ai une bonne idée de ce que je veux caler pendant la première drive, surtout quand je connais mon adversaire. Quand je sais contre qui je vais jouer, quand j'ai une idée de ce qu'ils font en def, j'ai une bonne idée là, de qu'est-ce que je veux faire dans ma première drive, que ce soit pour battre leur défensive, mais aussi pour aller chercher de l'info, pour confirmer que ce qu'ils font, c'est encore ce que moi je pense qu'ils vont faire. Fait que je dirais que oui et non. Je pense que oui, c'est un script, mais c'est pas un script qui est 100% figé dans le béton. Puis, autre petite question, merci Alex. Autre petite question, combien de temps tu vas passer sur la planification d'un plan de match à l'attaque? Euh, Peut-être dans les deux cas extrêmes, là, si tu y vas à l'aveugle versus si tu as vraiment beaucoup d'informations sur l'autre Ben, à équipe. l'aveugle, ça va souvent être juste ce que je fais en pratique. Là. Ça va être m'assurer que ce que nous, on le fait bien. Puis après ça, moi, ça va être ma job à moi au début de la game, quand la game est commencée, les premières séries, de décider avec l'information que je vais chercher en début de match, dans quelle direction on va pousser là, avec ce qu'on a comme playbook. Fait que c'est vraiment pas tant que ça si je ne sais pas contre quelle équipe je vais jouer ou contre quelle défense je vais jouer. Dans le cas extrême, là, mettons, on parle d'un match de playoff collégial où j'ai souvent 1 ou 2 games de tape. Je dirais que ça va être quelques heures. Souvent, ce qui est un peu long, c'est que moi, j'aime ça break down l'information sur d'autres. Ça veut dire de marquer pour un jeu, mettons, qu'est-ce qu'ils faisaient comme couverture. Je ne sais pas c'est quoi leur call exact, mais ce que moi, je pense que c'était. Euh, Fait que souvent, ça va me prendre, mettons, 1 heure par game. Puis après ça, souvent, une petite demi-heure pour essayer de jouer avec ça et décider qu'est-ce que je veux. Fait que je sais, mettons, 2 heures avant la semaine de pratique. Puis souvent, entre mes 2 pratiques, si je me rends compte qu'à la première pratique, là, il y a des choses qui n'ont pas bien été ou que j'aime pas finalement, je vais peut-être mettre un petit peu une autre demi-heure, 1 heure, là, puis après ça. Souvent, ce qui arrive, c'est quand j'ai du temps libre, j'essaie de repasser des drives, de repasser des séries pour voir des trucs, mais c'est pas quelque chose que je dois assurément faire là, 1 heure par jour, là, quoi que ce soit. Excellent. Merci beaucoup, Alex. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Ah oui, il y a Geneviève qui a la main levée. Vas-y, Geneviève, tu peux ouvrir ton micro. Oui, moi j'allais demander, là, Alex, quand tu prépares tes playbooks et tout, là, je sais que tu veux avoir des jeux comme tu disais, là, contre une 5-1, contre une 4-2, contre ce genre de défensive, mais est-ce que tu as comme une espèce de règle non écrite de tu vas rouler un certain nombre de jeux, vraiment t'assurer qu'ils soient parfaits avant d'en rajouter à ton playbook? Ou est-ce que tu y vas plus large avec plein de jeux, puis ensuite en game, tu vas plus sélectionner ceux qui fit selon la défensive que tu as devant toi? Moi, je te dirais que j'ai sorti tous mes playbooks, je pensais qu'on allait là-dessus. J'ai changé beaucoup ma mentalité dernièrement. Là. J'avais sorti des échantillons je sais pas où vous avez mis, de mes playbooks dans les dernières années. Là, comme 5-6 ans, j'avais 60 jeux dans mon playbook. Puis le playbook qu'on avait l'année passée, puis cette année à Grasset, on est à 8 jeux avec des variations. Là. Fait que ce que j'essaie de, de- de créer, c'est d'avoir certains jeux qui vont être bons contre une K2 puis contre une 5-1. Ça veut dire que j'ai un jeu, par exemple, dans le playbook, que si je vais travailler du côté fort, ça va être un concept qui va battre une 4-2. Puis si je joue contre une 5-1, ben, je vais travailler du côté faible, qui est un jeu qui est bon contre une 5-1. Donc, avec ça, je travaille un seul jeu, je l'exécute, puis en pratique, c'est important de l'expliquer à mon carrière sur c'est quoi les clés qu'on veut regarder pour décider de quel côté on va aller travailler. Mais si j'ai un jeu en tête que je sais, là, mon côté fort, c'est 4-2. Ma QB est au courant. 2 safety fort, 1 safety faible. Aussi simple que ça. Fait que c'est à elle de prendre la décision. Ou des fois, si on le voit d'avance, c'est une défense qui ne bouge pas, on peut l'aider d'avance aussi. Mais c'est rare que je vais rentrer un jeu complètement nouveau on the fly, à moins que j'ai vraiment quelque chose de précis. Je vais essayer de les pratiquer, je vais essayer
Je vais essayer de pratiquer une couple de fois avant des caller en game quand on parle d'un jeu complet. Mais ajuster un tracé ou changer une petite affaire pour s'ajuster à la défensive, ça, je le fais pas mal à tous les matchs. Ça répond à la question, Geneviève. Oui, c'est parfait, merci. Parfait. Donc, moi, je vais vous convier jeudi soir, 20h pour la dernière clinique. Donc, je vous rappelle, c'est une table ronde avec 6 ou 7 entraîneurs que vous avez vu passer au fil des dernières semaines. On répond à vos questions, ça c'est une chose. Et aussi, tous les entraîneurs vont donner leur jeu préféré pour peut-être augmenter, bonifier votre playbook. Donc, soyez là, partagez. C'est quelque chose qui n'était pas publicisé au départ, qui s'est rajouté dans la dernière semaine. Donc, n'hésitez pas à partager. On voudrait vraiment maximiser cette opportunité-là. Sinon, Alexandre, je te remercie encore beaucoup pour ta contribution. Et puis, à tous, je vous souhaite une très belle fin de soirée. Et bien, on se reparle jeudi 20h pour la dernière. Merci. Bonne soirée.